Bonjour, nous allons réaliser l'étude linéaire de Spleen 78, qui est un des poèmes les plus connus des Fleurs du Mal, de Charles Baudelaire. Alors ce poème, évidemment, pour l'étudier, il faut présenter l'auteur, l'œuvre, le texte, faire la lecture du texte et puis ensuite évoquer le mouvement du texte. Alors ce mouvement du texte, eh bien, il est divisé en trois étapes. D'abord les strophes 1 à 3 qui présentent la montée de l'angoisse et du spleen, une montée inexorable. Dans la strophe 4, c'est l'explosion de la crise d'angoisse. Il y a une sorte de summum de la crise ici. Et enfin, dans la strophe 5, c'est le poète qui est complètement écrasé face à l'angoisse du spleen. Et cette dernière strophe montre la défaite du poète. Donc dans ce poème, nous nous demanderons en quoi il exprime l'échec de l'alchimie poétique, en quoi le spleen finalement ne parvient pas à disparaître grâce à la poésie. Donc faisons l'étude linéaire de ce texte. D'abord, le vers numéro 1 nous propose un adverbe de temps, quand, qui sera d'ailleurs repris en anaphore 3 fois dans les 3 premières strophes du texte. Donc on imagine déjà que Baudelaire veut nous présenter le cadre temporel de la crise de spleen et grâce à ça, il nous met tout de suite dans une atmosphère un peu d'angoisse, dans un cadre qui instaure un suspense, un effet d'attente. Ensuite, nous voyons que dans la première strophe, Baudelaire a choisi le tétramètre. À chaque fois, il utilise des alexandrins qui sont composés de 4 mesures de 3 syllabes. Ce rythme est un peu lancinant, comme implacable. Il évoque comme quelque chose d'inévitable qui arrive. La crise d'angoisse se développe également dans le vers 2. Nous avons sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis. L'esprit est personnifié. On a une personnification au vers 2 qui montre que le malaise du poète est psychologique. Il installe vraiment le spleen au cœur de ce malaise. Et le registre élégiaque, c'est-à-dire le registre de la plainte, ainsi que le registre lyrique, c'est-à-dire l'expression des sentiments, mettent en évidence ce malaise du poète. Nous voyons aussi dans ce même vers la mise en valeur du mot ennui au pluriel en clausule, c'est-à-dire à la fin du vers. Et on sait que chez Baudelaire, l'ennui est la cause principale du spleen. Également, on trouve la métaphore en proie aux longs ennuis, comme si finalement l'ennui était une sorte de chasseur et l'esprit du poète la proie finalement de ce chasseur. Donc une métaphore qui met en évidence les causes du spleen et ses répercussions sur l'esprit du poète. Le vers 3 et le vers 4 présentent d'abord une hyperbole avec tout le cercle. Cette hyperbole montre que le spleen envahit le monde entier, le globe terrestre finalement. Il n'a pas de limite. Il y a une personnification filée du ciel qui embrasse l'esprit du poète et qui montre ainsi que le spleen est dangereux, qu'il est menaçant. La métaphore verse un jour noir, ça fait écho à la bile noire, le liquide produit par le corps et qui correspond au tempérament mélancolique selon la théorie des humeurs dans la médecine qu'on utilise au XIXe siècle. Ça confirme l'idée du spleen comme un mal-être psychologique, une maladie de l'âme. Il y a également dans ce vers un oxymore avec jour noir, comme si le spleen provoquait une confusion du jour et de la nuit, comme si c'était un moyen de montrer la détresse morale du poète. Nous arrivons à la strophe numéro 2, nous retrouvons l'anaphore de Caen également. La métaphore du cachot humide est aussi intéressante au vers 5, puisque finalement la terre est composée à une sorte de prison. Ça n'est pas un refuge, mais c'est un lieu hostile, malsain, dans lequel le poète se sent emprisonné. Au vers suivant, l'espérance est personnifiée, on le voit grâce à la majuscule, et elle est comparée à une chauve-souris. Or, on sait que c'est un animal qui s'épanouit la nuit, qui sommeille le jour dans une grotte, et finalement qui vit dans un lieu complètement fermé, associé à la réclusion. Donc c'est un animal inquiétant qui vit dans un lieu complètement reclus. Par conséquent, le poète ici instaure une image, vraiment une vision de cauchemar, d'horreur. On est
presque ici dans un registre fantastique. Cette chauve-souris, elle s'en va battant les murs de son aile timide, elle se cogne la tête à des plafonds pourris. Donc la comparaison avec la chauve-souris se prolonge ici elle montre finalement que l'esprit du poète, comme la chauve-souris, essaie de lutter contre le spleen, de s'échapper du spleen, mais c'est complètement impossible. Donc les plafonds pourris sont une métaphore qui décrivent quelque part l'esprit malade du poète. Dans la strophe numéro 3, on retrouve l'anaphore de Caen, évidemment, et dans cette strophe, il évoque surtout la pluie. Elle est personnifiée au vers 9, elle étale ses traînées. Donc on voit que ici, Baudelaire poursuit le paysage état d'âme, et quand elle étale ses immenses traînées, on voit bien que même la pluie est inquiétante, elle est omniprésente, elle est toute puissante, et le poète ne peut pas échapper à l'ampleur de son spleen. L'hyperbole, ainsi que la personnification un peuple muet d'infâmes araignées, est aussi tout aussi inquiétante que les chauves-souris évoquées tout à l'heure. Donc il évoque tout un tas d'animaux qui sont un peu cauchemardesques, des créatures effrayantes, et un peuple d'infâmes araignées, et on remarquera les adjectifs muet et infâme qui sont évidemment connotés négativement et qui montrent que la menace sur le poète est insidieuse parce qu'elle est silencieuse et elle peut surgir discrètement à tout moment. Ce peuple d'araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. Donc il y a aussi une métaphore ici des araignées qui tendent des filets. Ici une métaphore du spleen qui prend place dans l'esprit du poète. Et on remarque au passage l'adjectif possessif nos qui provoque une sorte de généralisation du propos, comme si le spleen s'étendait non seulement au poète, mais également à tous les lecteurs, à tout le monde finalement, quand il dit nos, nous. Des cloches tout à coup sautent avec furie. On a ici une personnification. Les cloches se mettent à sauter comme dans une vision de cauchemar et d'horreur. Et l'enjambement ici au vers suivant avec les cloches lancent vers le ciel un affreux hurlement, met en évidence le fait que les cloches hurlent comme un animal, par exemple comme un loup. Donc on est encore dans un univers totalement effrayant, nocturne, plein de cauchemars ici. La comparaison avec des esprits errants et sans patrie rajoute à l'atmosphère fantastique. Les adjectifs errants et le groupe nominal sans patrie renforcent le côté redoutable du spleen. Et la personnification des esprits qui se mettent à geindre font écho finalement à l'âme souffrante du poète. On remarquera la place de l'adverbe opiniâtrement en clausule ainsi que la diérèse puisque ça se prononce normalement opiniâtrement pour ajouter une syllabe. Et c'est un moyen de mettre en évidence la douleur du spleen, la durée interminable de cette crise d'angoisse pour le poète. Dans cette strophe numéro 4, on remarquera les allitérations en sonorité assez dures comme le K, le T, le R et l'assonance en I qui créent une atmosphère sonore insupportable et qui montrent l'horreur de la scène pour le poète. Dans le dernier vers, le chant lexical de l'enterrement est omniprésent. On retrouve corbillard, tambour, musique, défile, lentement, pleure. On assiste quelque part à l'enterrement du poète, ou en tout cas à sa mort intérieure. On a l'impression que le poète assiste à son propre enterrement quand il nous décrit cette scène. Les corbillards défilent lentement dans l'âme du poète. On a l'utilisation du pronom de l'adjectif possessif mon deux fois avec mon âme, mon crâne. Donc on retrouve le lyrisme qu'on évoquait tout à l'heure. L'adverbe lentement est aussi un moyen de renforcer l'idée d'un temps dilaté qui n'en finit plus et qui provoque également l'angoisse du poète. On a un contre-rejet à la fin du vers 18, l'espoir qui est mis en valeur et qui est finalement placé à la fin du vers comme s'il était isolé, acculé, comme si il n'y avait plus d'issue.
La personnification de l'espoir qui est vaincu et qui pleure suggère la détresse morale du poète qui est assailli par le spleen tout-puissant. L'angoisse est personnifiée et elle est suivie de deux adjectifs, atroce, despotique, comme si finalement le cauchemar semblait prendre le dessus, comme si l'angoisse emportait définitivement le combat sur l'esprit du poète, qu'il n'y avait plus d'espoir. Et cette image est renforcée par le dernier vers, puisqu'on a un complément circonstanciel de lieu sur mon crâne qui réduit le poète à néant, qui est privé de toute humanité, de toute vie, puisqu'il n'est plus qu'un crâne. Et la métaphore militaire plante son drapeau noir qui montre la victoire finale de l'angoisse. Le poème se referme sur cette angoisse, le poète renonce à toute lutte, son âme devient le territoire de l'angoisse. On a donc vu dans ce texte combien le poète était complètement soumis à son spleen et combien finalement l'alchimie poétique, c'est-à-dire la transformation de la tristesse, du spleen, de la boue par la poésie ne se fait pas. Donc l'alchimie poétique est un échec puisque à la fin c'est le spleen qui domine, c'est la boue qui domine. Je vous laisse le soin de trouver une comparaison à la fin de votre conclusion et pensez bien évidemment à noter les éléments essentiels de cette vidéo sur votre feuille, sur votre prise de notes. Voilà, bonne journée.